Mesdames et messieurs, bonjour. Sommes-nous devenus autant insensibles à nos douleurs au point de regarder une femme mourir sur le perron d'un hôpital avec 2 bébés dans le ventre qui mourront également par la suite? La mort d'une jeune dame à Douala hier soulève un tollé d'indignation tant sur les réseaux sociaux que maintenant dans les médias dits traditionnels et ramène au goût du jour cette épineuse question de prise en charge dans nos hôpitaux publics au Cameroun. Des questions ressassées en permanence et auxquelles les politiques et les gouvernants semblent s'entêter à opposer parfois un silence méprisant. Nous en parlons dans cette édition de Canal Presse, comme nous parlons aussi de cette ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée du Parlement au Cameroun en mars 2016 et nous allons repasser aussi en revue les lectures et les écritures de cette personne dit prisonnier VIP du Cameroun. Voici le sommaire complet du système Pierre Essono. Hubert Olangana Awono a-t-il écrit un rapport de stage, mensonge d'État, du nom du livre de l'ancien ministre de la Santé publique en prison, est déjà questionnable sur le niveau et le volume des dénonciations. Comme lui, Jean-Marie Atangana Mebara rédigeait en amont un autre sur le secrétaire général de la présidence de la République. Comme son voisin de Kondengui, il a justifié ses états de service et dénoncé entre guillemets des jaloux qui les accusent d'avoir osé créer le G11. Pour ainsi dire, les critiques pensent que le livre ne contient pas assez de documents et autres faits de révélation. Bien loin des situations similaires au Niger, au Burkina Faso, en République démocratique du Congo ou même au Gabon voisin. Aux arrêts depuis 2008, Urbain Olangana Awono, dit-on, aurait dû publier depuis 5 ans son brûlot. On dirait qu'il s'est refusé de faire comme Messi Messi, aujourd'hui en exil, qui dénonça vraiment le drame économique à la Biao ou à la SCPI à l'époque. Parallèlement à Urbain Olangana Awono, les mêmes critiques disent que Messengue Avom, encore en liberté, et qui a écrit sur la gouvernance des marchés publics au Cameroun, a fait mieux. Pas de chance donc pour Urbain Olangana Awono, qu'on va devoir critiquer après sa critique. Ce que je sais du Parlement camerounais et particulièrement de l'Assemblée nationale, c'est que les premières sessions annuelles depuis les indépendances charrient des intérêts au plan des lois organiques et constitutionnelles. Mars 1960 et mars 1965 en sont d'ailleurs des exemples précis. Dans les enjeux globaux des sessions parlementaires, alors que novembre est réservé au vote du budget de l'État, juin est consacré aux questions orales, au bouclage des financements internationaux et aux lois portant ratification avec les banques du monde. Mars, pour sa part, donne lieu aux tractations sur le renouvellement des bureaux des chambres, juste que le RDPC veut rester et l'opposition accroître leur poste d'influence. Sauf que mars cette année quand même emporte un débat sur l'éventualité d'une modification constitutionnelle. Et Petit Modèle de Paris a déjà vu comment ça pourrait se passer. Vers minuit ce jour-là, des très hauts responsables de la présidence de la République iraient déposer sur la table des députés un ou plusieurs projets de texte. Le lendemain, les parlementaires du RDPC se réuniraient au palais de congrès de Yaoundé-Iliko, presto. Par la suite, Lola sera donné à l'Assemblée nationale. Sur le bulletin non, on lira les noms des votants. À l'arrivée, même pas de référendum comme au Sénégal ou au Congo, allez-y savoir pourquoi. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Sud FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici une émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Invitée dans cette édition de Canal Presse, Patricia Thomas Ndamjoya. Bonjour. Bonjour madame, bonjour messieurs et bonjour aux téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ne vous présente plus, vous êtes député du Nord, élu de l'UDC. Avec vous, je vous suggère de commenter cette actualité. Cette semaine, l'hebdomadaire Signature et bien d'autres journaux nous ont appris cette semaine qu'il a fallu user de la force pour que 2800 personnels, agents publics frappés par l'âge de la retraite au ministère des Finances consentent à libérer les bureaux et les postes de service. Pourquoi, à votre avis, on a finalement peur de la retraite au Cameroun? C'est vraiment regrettable parce que c'est une situation qui montre tout simplement la mauvaise gestion de la fonction publique du Cameroun. Déjà, il y a un problème par rapport à cet âge de la retraite sur
la question doit pouvoir être repensée. À l'Assemblée nationale, je me souviens que plusieurs fois, la question a été posée de savoir si on doit maintenir cet âge ou est-ce qu'au contraire, on doit la revoir parce que plusieurs personnes au Cameroun disent qu'au moment où ils sont vraiment expérimentés, ils ont acquis une certaine expérience, c'est à ce moment-là qu'ils vont à la retraite. Et ces personnes sont malheureusement récupérées par les organisations internationales. Ça fait que déjà il y a un manque à gagner. Et aussi, ça c'est une autre façon de voir. Mais déjà, si notre fichier de la fonction publique était bien traité et si nous étions beaucoup plus organisés, vous savez que l'État est le plus gros employeur de notre pays, comme cela est caractéristique des pays sous-développés. Donc on voit qu'il y a eu des personnes qui sont à la chasse, si vous voulez, du matricule. Pourquoi? Parce que en fait, c'est le seul moyen sûr pour les Camerounais de pouvoir avoir une fonction rémunératrice. On ne veut pas laisser tomber. Et voyez-vous, avant, c'était le salaire a été vraiment diminué en deux. Et ça, c'est une autre raison. Les fonctionnaires ont des problèmes de vie. Et donc, si de 300 000 francs, un fonctionnaire se retrouve à 150 000 francs, voyez-vous, il a de la peine. Et même les retraites sont remises en cause parce que un ministre qui a été en fonction et qui se retrouve à la retraite avec un salaire, avec une indemnité de moins de 200 000 francs, là, on comprend pourquoi il y a vraiment une résistance. Donc, c'est une question nationale et importante sur laquelle on devrait revenir dessus. Merci beaucoup d'être venu. Faustin Dukam, bonjour. Bonjour Carole, bonjour à tous nos panélistes, bonjour aux honorables qui nous font l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes directeur de publication de Tribune d'Afrique. Entreprise Cameroun plaide pour l'abaissement des crédits aux PME. Le gouvernement patronal a fait savoir cette semaine lors de la signature des conventions pour le déploiement des experts de la mise à niveau. Les conventions, c'est avec le bureau de mise à niveau des entreprises. Vous diriez que c'est salutaire pour la compétitivité de notre économie? Tout à fait, Carole. C'est salutaire pour la compétitivité, de nos économies. Vous savez, ECAM est en train de se projeter dans le paysage économique camerounais comme ces structures qui pensent quand même que nos économies reposent sur les petites et moyennes entreprises, voyez-vous, et que on ne peut pas parler du développement économique, on ne peut pas parler, comme diraient les politiciens, d'émergence et autres, sans apporter des solutions aux problèmes des petites et moyennes entreprises. Donc cette baisse est véritablement salutaire pour la compétitivité de nos économies. Merci à vous également d'être venu. Professeur Claude Abbé, bonjour. Bonjour Carole et merci pour l'invitation que vous me faites. Bonjour à l'ensemble des participants à cette émission, autant que à vos téléspectateurs. Alors, vous êtes sociologue, vous avez lancé le mouvement Touche pas à ma constitution. On en parle au cours de ce débat parce que cela fait forcément partie d'un point à l'autre du jour. Mais avec vous, nous allons commenter cette actualité depuis l'extrême nord du Cameroun où 2 membres de Boko Haram ont été commis, dit-on, pour faire des enlèvements et ont été interpellés dans l'extrême nord. L'œil du Sahel pense que ces 2 individus arrêtés par les forces de l'ordre avaient pour mission d'enlever une religieuse de nationalité brésilienne. Alors, à votre avis, ce sont des actes désespérés d'un Boko Haram qui est en perte de vitesse ou alors c'est un possible revirement, c'est-à-dire retour à la case du départ, on reprend avec les prises d'otages? Vous savez, aujourd'hui, il y a la rhétorique officielle voudrait démontrer que Boko Haram est vraiment totalement désespéré. Et que, au fond, ces gens-là, c'est des gens qui sont en train de faire des derniers sursauts de mourants. Mais moi, je suis un peu plus réservé ici, conspect. Quand on est rentré dans une logique d'une menace terroriste qui est à caractère asymétrique, la pertinence de l'existence de cette asymétrie-là, c'est de renouveler ses possibilités d'être suffisamment nuisibles. Donc, à mon avis, il se pourrait que ce soit tout simplement une nouvelle trajectoire, une nouvelle piste, un nouvel itinéraire qui est désormais ouvert par Boko Haram pour montrer qu'il détient encore un certain nombre de ressources capables de déranger le Cameroun. Pour moi, il ne s'agit pas nécessairement d'une question de désespoir.
Georges-Alain Boyomo, bonjour. Bonjour Carole, bonjour aux téléspectateurs de Canal 2 que j'espère encore plus nombreux ce dimanche. Rédacteur en chef du quotidien Mutation, président du club politique. Peut-être on va s'arrêter pour dire un mot sur ce club. Oui, le club des journalistes politiques est bien debout. J'ai été réélu président du club au mois de février pour un nouveau mandat. Nous ambitionnons de donner plus de visibilité au club au cours de l'année 2016 avec notre produit phare qui est le café politique, qui consiste à recevoir des hommes politiques. Nous avons reçu en 2015 John Funzi, qui est le chairman du SDF. Nous avons reçu Maurice Kamto, qui est le président national du MRC. Nous avons un certain nombre de contacts déjà, notamment avec le président du FSNC, qui est également le ministre de la Communication, avec quelques responsables du RDPC. Nous allons certainement dans les prochains jours organiser ce café politique dans un contexte qu'on connaît, un contexte qui est manifestement un contexte de pré-campagne. Alors, l'autre chose que nous comptons organiser, c'est un séminaire de formation pour les journalistes politiques avec des partenaires nationaux ou internationaux. Ce sont des projets sur lesquels nous travaillons assidûment. Alors, les Pays-Bas viennent de sanctionner la société Fibois BV pour violation de règlement de l'Union européenne sur le bois. La sanction fait suite à une enquête menée au Cameroun par l'ONG Greenpeace sur les activités de cette entreprise qui s'approvisionnait, dit-on, en bois auprès des opérateurs impliqués dans l'exploitation illégale des forêts camerounaises. Tout compte fait, finalement, vous direz qu'il reste encore des brebis galeuses dans ce secteur? Pas des brebis galeuses, je pense que c'est un secteur qui est gangréné par beaucoup de malfaçons, beaucoup de mauvaises pratiques. Si vous êtes à Yaoundé une certaine heure, vous allez voir des camions chargés de billes de bois défiler. Et on se demande toujours si au niveau des caisses de l'État, on ressent toutes les retombées qui vont avec. Et je pense que l'autre drame, c'est que les riverains de ces forêts-là où on coupe en rythme effréné, ne bénéficient pas toujours des investissements qui devraient suivre. Et si je m'en tiens au rapport d'un certain nombre d'ONG qui dénoncent ces pratiques-là, il y a quand même un certain manquement ou alors une faiblesse au niveau du suivi gouvernemental en ce qui concerne les forêts qui devrait constituer une richesse pour les populations, pour le contribuable camerounais. Et il faut également redouter, parce qu'il y a un autre aspect dont on parle peut-être peu, c'est l'aspect du réchauffement climatique à force de couper du bois comme ça se passe. On ne doit pas être surpris qu'en plein janvier qu'il pleuve comme si on était au mois d'avril. Donc il faut absolument un suivi sur la question. Merci à vous. Je termine par vous, Gaston Combat. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Député d'UNCAM et l'URDPC, avec vous, le quotidien Émergence et bien d'autres journaux affirment cette semaine que Thomas Yayi-Boni vient de donner une leçon de transition politique et dans le respect des prévisions constitutionnelles. Nous devons lui tirer un coup de chapeau comme le Nigeria, le Ghana, la RCA. Alors il est qualifié de démocrate parce qu'il a su quitter le pouvoir alors qu'il lui restait tous les moyens pour y rester justement. Le Bénin nous parle finalement? Bon, il faut incontestablement féliciter le président Yayi-Boni. Mais il faut quand même avouer que pour ceux qui suivent l'actualité africaine, il y a eu chez lui un moment d'hésitation. Hein. Il y a eu un moment d'hésitation. Et malheureusement, je crois qu'il n'a pas duré très longtemps. Et si vous avez eu l'opportunité de le suivre à la sortie du bureau de vote, quand il est allé aux élections, oui. il a fait une déclaration qui a duré à peu près 15-20 minutes. Hein, et on sentait là une certaine nostalgie. Il parlait tantôt d'adieu, tantôt de revoir. Et tantôt il disait, bon, il est à la disposition de son pays il ne part pas, il va apporter sa contribution. Mais je pense qu'il faut incontestablement. Et puis c'est humain d'avoir ces hésitations. Il faut incontestablement le féliciter. Mais ce par contre qu'on peut dire par rapport à ce qui s'est passé au Bénin, c'est qu'avoir 30 candidats pour une élection présidentielle, c'est trop. Et ça montre véritablement un certain nombre de limites au système démocratique et l'absence d'hommes politiques qui peuvent mettre de côté leur destin personnel pour aller vers un destin commun, fédérer des forces. Parce qu'on ne peut pas être 30 à vouloir être président de la République dans un État... Au Cameroun, on n'était pas loin aussi. Et j'espère que... Bon, merci beaucoup.
Autre chose, c'est la candidature, le candidat qui soutient. Hein? Bien sûr. Voilà. Zinsou, vous savez, ça fait jaser beaucoup au Bénin. Ça a pratiquement divisé la société béninoise en deux. Nous espérons simplement que cela n'aura pas de conséquences sur la stabilité politique de ce pays. Merci à vous tous d'être venus. Voici l'actualité complète de la semaine dans la revue de presse d'Arlé Desbondébé. Yaoundé sous haute surveillance, ainsi titré repère cette semaine après constat d'un déploiement spécial de forces de sécurité dans les artères de Yaoundé et dans le reste du pays. Peur sur la ville rapportait le jour ayant constaté une sécurité renforcée à l'entrée du centre d'institution des forces armées nationales en Ngaoundéré. Information également reprise par le Baoba Hebdo, allusion faite à un message porté du ministre de la Défense qui appelait à sécuriser les immeubles ministériels particulièrement ciblés par les terroristes. Sur cette note justement adressée à ses services compétents, Émergence s'interroge comment la note s'est-elle retrouvée sur la place publique et rappelle qu'une enquête a été ouverte. La menace terroriste était sérieuse mais n'a pas empêché la célébration de la Journée internationale de la femme. Avant l'apothéose du 8 mars au boulevard du Rhum et dans le reste du pays, les confrères en ont longuement évoqué tout au long de la semaine. Echo Matin parlait de ces femmes ministres, parlementaires, maires et ces autres femmes qui dirigent des grosses entreprises camerounaises et étrangères. Le quotidien de l'économie présentait 8 visages qui incarnent le combat de la femme au quotidien au Cameroun. 8 femmes pionnières pour reprendre l'émergence. Les premières, selon notre confrère, à intégrer les secteurs jusqu'alors réservés aux hommes. New Star Info rend hommage à ces Amazones qui font la fierté du Cameroun, vedettes du sport, de la culture, et font rayonner l'image du pays partout dans le monde. Hommage également d'une femme aux femmes, Pauline Billon et son journal de Spax, à celles qui défendent l'intégrité territoriale de notre pays. N'oublions pas nos sœurs femmes soldats. Encore des visages de femmes, c'est à Ouest Echo, 35 portraits des femmes pionnières de l'Ouest Cameroun. Et pour la nouvelle, sans doute, la première dame est celle qui fait surtout bouger le Cameroun. Son engagement dans l'humanitaire aidant, Chantal Biya est suivie par d'autres femmes vaillantes, battantes, rayonnantes et gagnantes, présentées par notre confrère. Mais au-delà de toutes ces présentations et de toutes ces célébrations, une interrogation à Haute News. Journée internationale de la femme, fête de la sagesse ou des excès. Que veulent les femmes? S'interroge notre confrère. On a aussi parlé de la sortie du livre de Langena Aono depuis le pénitencier de Kondengui. Mensonge d'État, un livre choc sur les procès politiques de l'opération Épervier. L'ouvrage est feuilleté également par mutation pour notre confrère. L'ancien ministre de la Santé publique dénonce les appels hypocrites à la candidature de Paul Biya, soutenant que le chef de l'État est encerclé par des officines et réseaux. Polika Pababa, autre prisonnier de l'opération Épervier, accuse quant à lui Paul Biya. C'est à la une d'émergence qu'il a suivi au tribunal criminel spécial cette semaine où l'accusé aurait fait des révélations troublantes. Chief Ephraim Enoni est également sorti de son mutisme selon le Guardian Post. L'ancien Premier ministre parle des circonstances de son emprisonnement. Très remonté contre les élites du Sud-Ouest, confiant en l'avenir, il dit que Dieu fera honte à ses ennemis. Sur l'opération Épervier et les accusations qui l'entourent, le ministre de la Communication est monté au créneau pour condamner cette campagne de désinformation dont l'objectif est de jeter du discrédit sur le système judiciaire camerounais. En tout cas, le Facteur Magazine est sûr et certain d'une chose, pour 2008, les prisonniers de l'opération Épervier sont en course, même si certains comptent bien faire entendre leur voix. D'ailleurs, l'heure est aux négociations pour la candidature du président de la République selon le jour. L'UNDP, le MDR, l'UPC et le FSNC sont attendus au moment où leur allié, le RDPC, propose Paul Biya comme candidat à une présidentielle anticipée. Issa Chiroma aurait-il donné sa position? Lui, comme mutation a vu marcher aux côtés des personnalités du RDPC, Anangaï Boko, Zouaïtele et Ezeka. Ezeka, justement, où les militants du RDPC ont confié au ministre de la Communication de dire à Paul Biya qu'on est chef jusqu'à la mort. Retour sur l'appel à candidature de l'Ouest et le discours très controversé du sultan de Bamoun. Eh bien, Mutation rapporte que ce discours a bel et bien été validé par le président de la République avant sa lecture. Un dilemme de fin de règne proposait intégration cette semaine, mourir au pouvoir ou en exil. L'alternative qu'offrent les appels à candidature pour un nouveau bail de l'actuel président de la République du Cameroun à la tête de l'État
Le journal de Thierry Ndona lance son appel pressant au président de la République en lui proposant une troisième option. Pendant ce temps, la diaspora donne de la voix. Selon Cameroun Tribune et section RDPC de Côte d'Ivoire, Italie, Grande-Bretagne, Irlande du Nord, Allemagne, Benelux et France Sud appellent Paul Biya à se présenter à la prochaine élection présidentielle. Appel également relayé par le journal du parti pour l'action. Le champ d'appel continue de s'agrandir et s'étend désormais au-delà des frontières nationales. Eux disent non à l'appel à candidature et sont à la une du quotidien Le Jour. Christian Toumi, le prélat, Ali Sadio, John Fundi, Adamou Ndamjoya pour l'opposition, mais surtout Tobindi et Saint-Éloi Bidou pour le RDPC. Mutation dans la danse des contre-appels, celui des pénuries et du délestage. Les coupures intempestives s'intensifient à Yaoundé, Douala, Bafoussam et d'autres villes au moment où l'élite au pouvoir appelle une nouvelle candidature de Paul Biya. Les populations crient le ras-le-bol, exactement ce qui s'est passé à ce arrondissement de la Mefoua-Famba, à une 60aine de kilomètres de Yaoundé. Là-bas, dit la Nouvelle Vision, les populations ont organisé une contre-manifestation pour réclamer le courant électrique parti depuis des années, alors que l'élite du RDPC tenait un meeting d'appel à candidature. La suite a été fatale pour les jeunes qui auraient été tabassés et déshabillés en public. Signature en kiosque cette semaine où dit que tous les paramètres pris l'un après l'autre montrent l'impossibilité de tenir le pari de l'émergence en 2035. Éclairage de Viviane Ondoa-Biolé et puis l'analyse sans concession de l'ancien ministre Patrice Mandon Ambassa. Santé, les malades d'hépatite attendent toujours les nouveaux traitements annoncés pourtant en janvier par le ministre de la Santé. Ils ne sont pas disponibles selon Le Jour. Les porteurs des hépatites C peinent à supporter l'ancienne thérapie encore en vigueur. Le saviez-vous, le sucre est un sérieux problème de santé. Un poison lent, en croire baromètre communautaire pour qui il y a comme une explosion des aliments sucrés et boissons gazeuses sur le marché due à la diversification des entreprises de la filière. La population court un grand risque vu les ravages causés par les maladies liées au sucre. En cause, l'inexistence des normes en matière de fabrication des aliments et boissons sucrées. Meilleur choix, journal d'information de la Ligue camerounaise des consommateurs demande justement de ne plus acheter des produits hors normes. Le cas des huiles végétales, pour la plupart, viole la réglementation en vigueur. Avec l'impulsion de son président, Delors Magellan Kamse Kamgem, la Ligue camerounaise des consommateurs veillera à ce que les éléments de la brigade de répression et de fraude du ministère du Commerce fassent leur travail. Et cela vient à point nommé puisque nous sommes en pleine célébration de la Semaine nationale du consommateur. À dimanche, si plaît à Dieu. Et nous ouvrons donc cette édition par cette session du Parlement du Cameroun qui est donc ouverte depuis le 10 mars dernier ici à Yaoundé. Je commence par vous, Patricia Thomas Ndamjoya. Est-ce que cette session a une particularité? Non. À l'Union démocratique du Cameroun, nous les députés sommes revenus pour une session ordinaire, généralement consacrée à l'élection du bureau. Et comme à chaque fois, nous venons avec une déclaration que nous partageons avec l'opinion nationale et internationale, à travers laquelle nous disons les actions que nous entendons mener. Et ces actions, comme toujours, sont constantes par rapport à notre projet de société. Pendant les élections, nous partageons un ensemble de nos projets, programmes avec nos populations et nous les suivons. Entre autres, la question électorale nous préoccupe et au Cameroun, nous nous disons que les élections ne sont pas transparentes. Il y a le code électoral qui est là aujourd'hui adopté, mais qui a beaucoup de failles. Même au niveau de cette espèce de bicéphalisme entre le président du conseil électoral et le directeur général, au niveau de l'âge électoral, au niveau de cette biométrie qui n'est pas effective, parce que pour nous, il faut aller juste dans les bureaux de vote pour que la biométrie soit effective. Au niveau même de tous ceux-là qui sont les présidents des bureaux de vote, parce que quand on voit à l'issue des élections les bourrages des urnes, on se dit qu'il y a à faire. Et pour nous, les élections sont importantes parce que c'est à travers les élections que les acteurs et les actrices
vont pouvoir être, si vous voulez, responsables au Cameroun. La Constitution le dit, l'autorité de l'État et à travers les élections. C'est-à-dire que c'est une institution importante. Il y a les élections qui nous préoccupent à l'Assemblée nationale. Il y a la question de la famille, le code de la famille. C'était vraiment un point important. Et voyez-vous ce qui se passe aujourd'hui par rapport à l'actualité de cette femme qui est décédée à l'hôpital, la Quintini de Douala, hier, ça va toujours comme les conséquences de ce manque d'intérêt que l'État a vis-à-vis des problèmes de la femme, de la santé de la femme. Il y a les problèmes de l'environnement qui nous préoccupent à l'Assemblée nationale et surtout que l'Assemblée nationale joue pleinement son rôle. Nous entendons une Assemblée nationale avec les moyens de pouvoir adopter les lois qui vont venir apporter des solutions et contrôler l'action du gouvernement. Merci. Gaston, comme à vous aussi, elle a parlé de la mise en place d'un bureau, des propositions et des projets. Finalement, c'est une session où vous allez vous tourner les pouces? Non, pourquoi? C'est une session particulière. D'abord, il faut dire Où est la que particularité? la session de mars a immanquablement dans son agenda l'élection du bureau qui est une condition sine qua non pour rentrer dans le travail parlementaire. Vous savez qu'en ce moment, c'est le doyen d'âge qui préside l'Assemblée nationale. Et tant qu'un bureau n'est pas mis en place, le travail législatif ne peut pas se faire. Donc, c'est déjà la particularité de toutes les sessions de mars. Bon, maintenant, s'agissant du contenu du contenu de la session. Je pense que nous le découvrons au fur et à mesure que nous allons avancer au niveau de la session. Vous savez très bien que la Constitution est assez claire là-dessus. L'agenda de l'Assemblée, l'examen des projets de loi ou des propositions est la priorité accordée aux projets de loi du gouvernement. Donc, il y a un véritable impact réel du gouvernement dans l'agenda du Parlement. Georges-Alain Boyomo, on parle de la mise en place d'un bureau. Finalement, on a tellement vu comment cette mise en place se fait qu'on se dit que si ce n'est que pour la constitution du bureau de l'Assemblée nationale, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est clair. Et pour être peut-être plus dur, il faudrait dire que c'est un épiphénomène désormais parce que pratiquement, on sait qui sera reconduit après une vingtaine d'années. Ça va au-delà de... Il n'y aura pas de concurrent. Voilà, ça va au-delà de la parodie parce que ça participe de l'affaiblissement de l'institution parlementaire, le fait de reconduire la même personne d'année en année. Et même au niveau de l'Assemblée comme administration, ça a des conséquences énormes. Dans tous les couloirs de l'Assemblée, vous retrouvez des ressortissants d'une seule région. Ça commence à être véritablement préoccupant parce que un monsieur là, il recrute ses frères, il recrute ses cousins, etc. Mais maintenant, pour revenir dans le fond, je pense que lorsque j'écoute les députés, notamment la majorité, lorsque je les lis, j'ai l'impression qu'eux-mêmes, ils minimisent leur rôle. Parce que lorsque Gaston Combat, qui est un député qui ose, dit que nous attendons ce que le gouvernement va proposer. Nous attendons des projets de loi. Alors, je rappelle quand même que le règlement ou alors la Constitution dit que l'initiative des lois appartient concurremment à l'exécutif et aux députés. Mais d'où vient-il que les députés attendent sereinement, froidement que le gouvernement prenne des initiatives, alors qu'il y a un certain nombre de problèmes, par exemple le code de la famille, par exemple la loi qui doit en réalité toiletter le code électoral, qui a beaucoup de faiblesses, je suis entièrement d'accord. Pourquoi les députés de la majorité ne prendraient pas des initiatives? Donc c'est ça la grande question. Réaction. Oui, réaction rapidement. Oui, deux choses. La première... bon, je suis d'abord surpris que vous me dites que... Il y avait tellement... Je crois que depuis que je suis à l'Assemblée, ça fait 8 ans, je n'ai jamais vu autant de journalistes et d'hommes de médias à l'Assemblée nationale que durant ces sessions. Donc, ça veut dire qu'il y a un réel intérêt. Il y avait plus de... Je pense à la limite qu'on avait plus de journalistes et d'hommes de médias que de députés à l'Assemblée nationale au jour de l'ouverture de la session. La deuxième chose, nous savons que... je crois que chaque fois on jette l'opprobre sur les parlementaires en disant ils peuvent faire les propositions de loi. Oui, c'est vrai. La loi nous donne le pouvoir de faire des propositions de loi. Mais vous savez que la construction d'une loi
n'est pas une chose aisée. C'est pour ça que nous disons tout le temps qu'il faut donner aux parlementaires les moyens d'avoir des cabinets parlementaires et non des secrétaires parlementaires pour prendre les courriers des doléances. Il faut leur donner les moyens dans tous les parlements du monde où on a des propositions de loi. On a la possibilité d'avoir dans son cabinet parlementaire des juristes, des économistes, des sociologues et autres. Et en plus, même pouvoir avoir des consultants de temps en temps pour être performants. Parce que construire une loi, ce n'est pas comme écrire un discours. Merci, c'est noté. Faustin Dikama, un incident à l'ouverture de la session du Sénat. Je vais aller là-dessus avec vous. Le doyen d'âge s'est particulièrement illustré à l'ouverture de cette session. Vous avez suivi cette actualité? Oui, pour le regretter, bien sûr. Vous savez bien que le Sénat, comme l'Assemblée nationale, sont d'abord les fonctions de président du Sénat ou du président de l'Assemblée nationale, sont d'abord des fonctions républicaines. Alors, on ne peut pas se mettre à la tribune comme ça, à faire presque l'apologie d'un parti politique parce qu'on est doyen d'âge et à l'occasion de l'ouverture d'une cérémonie. Je pense qu'il faut que désormais nous sortions de ces habitudes où on a l'impression, même pas une impression, on a la certitude maintenant que c'est l'exécutif qui commande tout le monde. Il faut une réelle séparation de pouvoir dans ce pays. Et c'est ici que je rejoins le développement que faisait l'honorable Thomaïno Ndamjoya tout à l'heure. On a l'impression de faire les mêmes choses chaque année. On va, on revient et on est là sur place et ça ne bouge pas. Il faut quand même donner la possibilité aux députés de s'exprimer. Il faut donner la possibilité à l'opposition qui est à l'intérieur de l'Assemblée nationale de se mouvoir comme un véritable contre-pouvoir citoyen. C'est ce qu'on attend. Pas de faire du suivisme ou bien de voir le genre que vous étiez en train, ce que vous évoquiez tout à l'heure, qu'un doyen d'âge d'une institution comme le Sénat se mette à faire l'apologie de son parti. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que si demain, puisque la Constitution leur confère au Sénat, n'est-ce pas, le rôle d'arbitre en cas de vacance du pouvoir, ça veut dire que demain, s'il y a vacance du pouvoir, ils auraient déjà choisi leur camp. D'accord, mais je voudrais que Claude Abbé revienne aussi sur la particularité de ces sessions, parce que certains journalistes qui observent le jeu politique marqué ces jours-ci par ces appels à candidature estiment que le jeu va se déporter au Parlement. Est-ce que vous êtes du même avis? Oui, je suis de cet avis-là, d'autant plus que l'honorable Gaston Komba vient de dire deux choses très importantes. La première, c'est que il n'a jamais autant vu de journalistes à l'ouverture de la session parlementaire, parce qu'en réalité, la vérité du pays se joue au cours de cette session. Deuxième chose importante, c'est que le Parlement est une chambre d'enregistrement des projets du gouvernement. Et comme le gouvernement ne leur a pas encore donné, il se pourrait, je ne suis pas dans le secret des dieux, que si ce n'est pour cette session, en tout cas pour la session prochaine, qu'une proposition de modification de la Constitution soit mise sur la table des députés. Et c'est d'ailleurs en prenant un peu de l'avance sur cela que nous estimons qu'on ne doit pas avoir une constitution de service, un texte de service, un chiffon qu'on doit à tout moment essayer de retoucher dès qu'on est à l'abord d'une consultation présidentielle. À telle enseigne que aujourd'hui, notre constitution vit dans une peur permanente. C'est une sorte de terrorisme constitutionnel que notre loi fondamentale vit. On ne sait même pas quelle est la constitution qui est appliquée en ce moment. Merci. Je souhaite revenir sur la question qui nous préoccupe, à savoir l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, parce que les téléspectateurs, et d'ailleurs l'opinion nationale doit garder à l'esprit que pas seulement nous, à l'Union démocratique du Cameroun, nous pensons que les tests n'ont jamais été respectés par rapport à cette question importante. Le bureau de l'Assemblée nationale doit refléter la configuration politique. C'est ce qui apparaît à travers l'esprit du législateur dans le règlement intérieur. Il n'a jamais été respecté. Il y a autant de postes, vous voyez le nombre de partis politiques, mais il se trouve qu'il y a des partis politiques qui ne le sont pas. Et
l'Assemblée nationale ne se limite pas à son bureau. Après, il y a les commissions permanentes. Et je vous assure, madame, chers téléspectateurs, la dictature que nous observons au niveau de la Constitution de ce bureau revient au niveau des commissions permanentes. Vous allez voir des députés du parti au pouvoir appartenir à plusieurs commissions et choisir leur commission, alors que les autres députés n'ont même pas le choix de leur commission. Bien sûr, la loi aujourd'hui veut que les députés ne puissent appartenir qu'à une seule commission. Mais c'était un exemple sur le plateau d'un député qui est dans mais je dois vous dire que, M. Boyomo l'a dit tout à l'heure, il y a un ensemble. On est à l'Assemblée, une administration de plus de 600, 700 personnels. Moi, je me suis toujours dit ce que je vois dans les autres pays. L'Assemblée nationale doit avoir sa propre télévision, ses propres radios pour qu'on entre dans les coulisses. On n'a pas besoin que les journalistes viennent. Normalement, il devrait y avoir un média permanent pour montrer exactement toute l'activité qui se déploie au niveau de l'Assemblée nationale. Même dans les chaînes parlementaires, les journalistes viennent couvrir les événements. J'ai été dans plusieurs parlements en Afrique. Mais sur la question de la composition du bureau, qui ne reflète pas la composante... Vous savez, ça, je voudrais d'abord dire qu'il n'y a pas de député qui soit dans 2 commissions. Ça, il faut lever cet équivoque-là. D'accord. C'est vrai que le règlement intérieur dit qu'on doit appartenir à une commission, au moins. Mais il n'y a pas de député qui soit dans 2 commissions. Maintenant, s'agissant du débat sur la configuration politique, oui, c'est le débat qui se pose depuis la 8e législature avec l'honorable Kinji Jean-Jacques, qui était seul représentant dans son parti, qui se pose aujourd'hui avec 3 autres députés qui sont seuls, c'est-à-dire le MRC, le MP et puis l'UPC, qui a 3 membres. Oui, c'est un débat qui revient, qui est récurrent. Je suis d'accord. Ça bloque à quel niveau, oui? Les tests disent très bien que ça fait la configuration politique. Mais vous savez aussi que, comme on dit, si vous aviez été là en 2013, au moment où, de la 9e législature, on faisait le premier bureau, on a passé plus de 3 heures de temps à attendre à l'hémicycle, simplement parce que l'opposition ne s'entendait pas déjà pour les candidats qu'ils allaient présenter au bureau. Vous savez, au-delà du reflet de la composition, de la configuration politique, il y a aussi la loi du nombre. Vous pesez combien? Or, ça se fait en groupe parlementaire? Il y a une concertation, puisque l'élection du président, du premier vice-président sont faites en scrutin uninominal, mais des vice-présidents jusqu'aux 15 secrétaires, c'est un scrutin des listes, où il y a une entente avec l'ensemble des partis politiques. Le problème maintenant, c'est de savoir sur où est-ce qu'on prend les... Il y a 7 partis politiques à l'Assemblée, et combien de postes est-ce que vous avez? Le RDPC. Le RDPC? Non, l'ensemble des postes du bureau. Il y a 7 partis politiques. Oui. Est-ce que vous trouvez logique qu'il y ait 3 partis politiques qui soient mis de côté par rapport il y a combien de députés de ces partis d'opposition? Configuration politique, monsieur. C'est pas configuration politique et représentation. Si ça traîne, c'est parce que le RDPC veut toujours tout prendre. 5 vice-présidences. Normalement, la majorité des partis politiques devraient se retrouver au niveau de la vice-présidente. Vous accaparez tous les postes. Le bureau a combien de membres? Et puis vous mettez des petits figurants de l'opposition parce que vous avez tendance à... Non. Parce qu'on met quelques figurants de l'opposition, vous estimez donc que vous êtes... On va trancher cette question. Il faut bien que je... C'est un problème de partage de la parlementaire. Je suis pas membre du bureau de l'Assemblée nationale, mais j'ai dit le bureau de l'Assemblée nationale, si j'ai bon souvenir, à 20, je crois que ça doit être 24 membres. Il y a 15 secrétaires, Madame Damé, secrétaire d'ailleurs. Il y a 4 questeurs, ça fait 19. Il y a président, vice-président, 21, plus il y a, je crois, 3 vice-présidents. Ça doit faire 24 ou 26. 7 partis politiques. Voilà. Mais vous voyez donc... C'est un débat qui doit avoir lieu à l'intérieur du Parlement. Et l'opposition est représentée à quel prorata? L'opposition est représentée à quel prorata au niveau du bureau et
elle pèse combien au prorata des députés au niveau de l'Assemblée? C'est bien compris. Je vous en prie. Mais il y a les partis politiques d'opposition. Et on dit que le bureau doit refléter la constitution. Je pense que l'opposition ne confondez pas les partis politiques de l'opposition et l'opposition. Ça, c'est ce que vous êtes en train de dire. Justement parce que chaque parti politique a son idéologie, sa façon de faire. Il n'y a pas une opposition en tant que telle au Cameroun. Madame Namjoua, c'est compris. En attendant qu'il ait arrivé de l'Assemblée. Peut-être Gaston n'a pas évacué entièrement la question des commissions qui me paraît importante. Parce que s'il est avéré que les députés du parti au pouvoir choisissent les commissions où ils doivent siéger, c'est très grave. Parce qu'on sait bien que là, il y a des enjeux réels. Il y a des commissions de seconde zone qui passent à fois une législature entière sans siéger. On sait que quand vous êtes membre de la commission des finances et du budget, quand vous êtes membre de la commission des lois constitutionnelles, vous n'êtes pas comme un membre de la commission des affaires culturelles ou des affaires des pétitions qui ne siègent jamais. Alors, si vous choisissez je suis désolé, c'est chaque groupe parlementaire qui propose ses députés aux 9 commissions permanentes. C'est ça la règle. L'honorable dame est membre de la commission de Je suis désolé, c'est les groupes parlementaires qui présentent, qui déposent les députés dans les groupes. Ça, c'est quoi là-dessus? Non, on ne s'entend plus du tout, s'il vous plaît. L'honorable dame, vous êtes à la commission des lois constitutionnelles. L'honorable Joshua est à la commission des lois et finances. L'honorable Fobia à la commission des finances. À Claude Abbé, qui est aussi un observateur de cette assemblée. Le problème, c'est que vous n'êtes pas à la commission des finances. Alors, mais posez le problème comme ça. C'est vous préférez être à la commission des finances que la commission des lois constitutionnelles. Madame Namjoua, on a entendu. Merci, c'est compris. En fait, c'est un problème parce que l'IDC n'est pas représenté à la commission des finances. Mais il n'y a pas que là-dessus, je vous en prie. Gaston Komba, on ne revient pas là-dessus. Vous laissez tomber le débat sur le numérique en termes de représentation. On va avancer là-dessus. Non, ça veut dire que c'est un débat simplement pour le partage du gâteau. Ce n'est pas le meilleur débat. Il y en a qui estiment que la session ordinaire sera suivie d'une section extraordinaire pour justement faire arriver sur la table des députés un projet portant modification de la Constitution. Sur quelle base on le dit et on le distille dans l'opinion publique? Je me sens d'abord très gêné de venir de passer ces 10 dernières minutes sur votre plateau. Bien sûr. Parce que je me suis rendu compte qu'au niveau du Parlement, au lieu que les gens gèrent les problèmes des Camerounais, ils gèrent les problèmes d'un partage de gâteaux parlementaires. Et ça me gêne beaucoup. Parce que nous, on a besoin de représentants pour porter nos problèmes et les poser de manière à faire une activité législative qui peut résoudre nos problèmes et nous apporter des réponses. Maintenant, pour la question que vous me posez, c'est l'un des scénarios qui est envisageable. Parce que, éventuellement, pour cette donne, le gouvernement ne semble pas être tout à fait au beau fixe pour régler les manettes et aller à son affaire. Mais aujourd'hui, selon un certain nombre d'informations glanées à bonne source, on est en train d'aller droit vers une demande de modification de la Constitution. Tous les clairons sont là, parce que si vous voyez les propositions qui sont mises au devant de la scène, premièrement, aller dans une logique de réduction, de passer du septennat au quinquennat. Ça ne peut pas être une décision que quelqu'un prendrait dans la rue. Introduire un poste de vice-président, ça ne peut pas être une décision qu'on prendrait dans la rue. C'est des dispositions qui doivent être prévues à l'intérieur de la Constitution. Et nous disons qu'il y a au moins 3 arguments, si vous me le permettez. Oui, allez-y avec les 3 je demanderai cela. 3 arguments qui nous montrent qu'il n'est pas opportun de toucher à cette Constitution. Le premier argument, c'est que la Constitution du 18 janvier 1996, qu'on est censé appliquer, elle est encore en chantier de mise en œuvre. Quand l'a-t-on véritablement expérimenté pour se rendre compte que les réponses dont elle était porteuse n'étaient pas les bonnes? Deuxième élément important à mettre en lumière ici, c'est que une constitution est faite pour apporter une réponse à un problème. Quand le peu
de connaissance des sciences du droit que j'ai, c'est que quand on vote une loi, c'est qu'elle doit apporter une réponse à un problème. Quel est le problème que vit le Cameroun aujourd'hui? Est-ce que ça va venir résoudre le problème Boko Haram? Est-ce que ça va venir résoudre le problème de l'accès à l'eau potable? Est-ce que ça va venir résoudre le problème de l'accès à l'électricité? Il ne me semble pas. Ou alors le problème de la pauvreté. Et moi, je dis aux parlementaires que vous devez prendre vos responsabilités entre vos mains et savoir que l'histoire est un tribunal impitoyable qui va vous juger. Si vous ne refusez pas de laisser que ce soit le peuple en réalité qui puisse prendre ses responsabilités en lieu et place de cette forfaiture juridique qui est en train de s'annoncer. Il manque un troisième argument, hein. Il en a dit deux. Oui, mais puisque vous ne laissez pas aller jusqu'au... S'il vous plaît. On y arrive, on reviendra à vous tout à l'heure. Alors, vous êtes pour ou contre ou bien, lorsque vous avez entendu ces arguments, il vous convainc comme quoi on n'y touche pas finalement à cette Constitution? Non, on ne peut pas dire d'emblée qu'on soit pour ou contre une modification de la Constitution. Ce d'autant plus qu'on ne connaît pas le contenu des modifications qui sont proposées. Je ne peux pas lire une lettre dans une enveloppe. Et puis, la première chose que je peux dire par rapport au premier argument, celui, la Constitution encore en chantier, on ne peut pas. Non. Vous savez, vous pouvez même être en train de construire une maison et au moment où vous êtes en train de la construire, vous changez le plan. Avant d'avoir habité. Avant même d'y avoir habité, si, tout à fait. Vous pouvez être en train de construire votre maison et vous modifiez le champ. Donc, ce n'est pas, c'est pas pour moi l'argument est le plus important. D'accord. Maintenant, oui, je suis d'accord. Une constitution, c'est-à-dire la loi est faite pour apporter des réponses à des problèmes. Mais je dis pourquoi est-ce que nous commençons à parler alors qu'on ne sait pas. D'abord, si on aura... Et il y a des indicateurs. Il y a des indicateurs. On ne sait pas si on aura déjà une modification de la Constitution. Et puis, modifier fondamentalement la Constitution n'est pas une mauvaise chose. Ça dépend maintenant du contenu, de ce pourquoi on veut la modifier. Le troisième argument, vous voulez que je le donne? Oui, allez-y. En 2008, si ce n'est pas une modification opportuniste, en 2008, notamment en avril 2008, le 14 avril 2008, on a retouché cette constitution. Si c'était véritablement pour apporter... On l'a retouché avant, mais elle a été proposée au 14 avril. Vous permettrez. C'est une session qui a suivi l'instant combat. Vous êtes en train de le perturber. Il ne me perturbera pas. Je suis imperturbable sur ce plan-là. Allez-y, je vous en prie. Si c'était véritablement pour résoudre les problèmes de fond en termes de stabilisation du fonctionnement des institutions dans ce pays, il me semble qu'on ne serait pas aujourd'hui en train d'entrevoir encore une logique de modification de constitution. Et il me semble donc que c'est une démarche essentiellement nombriliste et à caractère opportuniste qui vise à arracher au peuple sa souveraineté populaire. Merci. Fortin Dikam et puis Georges-Alain Boyemo sur la même question, c'est opportun ou pas? De modifier la Constitution, non, c'est pas opportun. Attendez, on ne va pas passer toute la vie à modifier des constitutions qu'on n'applique même pas. Vous avez écouté les uns et les autres ici sur ce plateau. Il me semble que la Constitution de janvier 96 n'est même pas encore totalement appliquée. Il y a même des articles là-dedans qui font problème jusqu'à aujourd'hui, où les gens refusent de les appliquer, même ceux qui les ont initiés. L'article 66. Alors, si maintenant on laisse cette constitution, on va remodifier pour dire, oui, nous avions dit avant 7 ans, maintenant on va revenir à 5 ans, parce que ainsi de suite. On ne sait plus finalement où on va. Je crois quand même que les tests sont faits pour être appliqués. Commençons d'abord par appliquer celle qui est là, et puis on verra le reste. Maintenant, ce que je voulais ajouter, c'est que les appels à candidature dont vous entendez parler, tout ça, et puis où on dit, oui, on va faire ceci, on va faire ça, ça n'a aucune valeur constitutionnelle. On ne peut pas faire le procès à un parti politique de demander à son candidat ou à son champion de se présenter. En même temps, on ne peut pas faire le procès à l'opposition de s'y opposer ou bien d'être contre. Maintenant, il faudrait que l'opposition sache anticiper, qu'elle sache anticiper, parce que les indicateurs, comme disait le professeur Abbé, sont là. Et il ne me semble pas que le peuple dans sa globalité soit d'accord. Ce qui se passe en ce moment, c'est le fait des militants du RDPC. Monsieur, en tant qu'universitaire et quelqu'un qui est un phare de la société, j'anticipe. Pour que la société comprenne de quoi il est question. Sur la question, moi j'aimerais dire que aucune constitution n'est immuable. Oui, ça il faut le savoir.
aucune constitution n'est gravée dans du marbre. Ça veut dire qu'on peut modifier toute constitution. Maintenant, je suis contre les modifications ciblées. Ou alors les modifications nombrilistes pour parler comme le professeur Claude a dit. Maintenant, j'aimerais par exemple, c'est pour ça que tout dépend du contenu. Moi, j'aimerais avoir dans mon pays une élection présidentielle à 2 tours. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi le Cameroun, avec tout son potentiel, ne puisse pas faire comme la République démocratique du Congo ou la Côte d'Ivoire. On peut abaisser l'âge électoral aussi à 18 ans. J'aimerais que l'âge électoral revienne à 18 ans parce que la majorité pénale est à 18 ans, par exemple. J'aimerais que l'âge du président de la République, voilà, que les candidatures indépendantes, les conditions pour être un candidat indépendant soient assouplies, par exemple. J'aimerais que... Il y a d'autres aspects. Il y a d'autres aspects. Voilà, il y a d'autres aspects. Par exemple, l'âge du président de la République. Pourquoi maintenant? Dans certains pays, au-delà de 75 ans, on ne peut plus être président de la République parce que l'âge est limité. On doit le faire au Cameroun. Il ne faut pas qu'on ait des gens qui vont finir à la magistrature avec la canne. À 90 ans. Donc, ça dépend maintenant du contenu. Moi, je ne suis pas fondamentalement contre une modification. C'est bien compris. Je reviens à vous tout à l'heure sur le timing. Patricia Damdouya, il y a quand même des choses... Une position par rapport à la question. Oui, je veux dire quand même que les choses qu'il a citées font partie des revendications que vous, en tant que parti d'opposition, vous avez déjà portées au niveau de l'Assemblée nationale. On se souvient bien de la loi portant code électoral. Vous aviez demandé que tout cela soit mis dans cette loi et ça n'a pas été fait à l'époque. Oui, mais par rapport à la Constitution dont la révision a eu un parcours, si vous voulez, méthode différente par rapport à la révision d'un code électoral. Oui. Ce que je voudrais dire aux Camerounais, c'est que normalement, dans un pays démocratique, ce n'est pas un problème que de revenir sur une constitution Tout à fait. pour pouvoir imprégner toujours ce qui est important pour la construction du pays. Mais à l'Union démocratique du Cameroun, d'ailleurs, nous avons un avant-projet de constitution depuis 1991. Et dans cet avant-projet de constitution, il y a la question du scrutin à 2 tours, il y a la question du mandat, la limitation de mandat. Et c'est pour ça que pour nous, il est impératif de pouvoir revenir sur la limitation du mandat à 5 ans. Premier ministre véritablement. L'âge électoral, les sénateurs qui doivent être tous élus et pas nommés 30 par un président de la République. Et on se dit aussi qu'il y a la question de la gestion, détournement des biens publics. Si nous avions une cour de comptes qui était là pour plutôt connaître de la gestion et non des comptes, et je pense que la question serait différente. Donc la question de la révision de la Constitution s'impose parce que actuellement notre Constitution, mais le plus grave, madame, c'est que la façon dont il faut reviser la Constitution aujourd'hui, et elle est un peu difficile. Et c'est pour ça que les Camerounais doivent comprendre qu'on est encore là verrouillé le système pour que ce soit le parti majoritaire qui soit là, qui décide quand il veut, parce qu'il faut qu'il y ait le Congrès du Parlement se réunisse, le Sénat choisit un nombre de députés, l'Assemblée choisit un nombre de députés, qu'il y ait une commission spéciale dont nous, de l'opposition, on ne sait même pas si on doit appartenir à cette commission spéciale, parce que c'est encore eux qui vont décider des personnes qui vont s'asseoir étant parlementaires pour reviser la Constitution. Donc, pour nous, on se dit, il y a vraiment du travail à faire dans notre pays. C'est bien noté. Gaston Combat, la question du timing se pose donc. Oui, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pas il y a 5 ans? Pourquoi pas maintenant? Je vais vous dire une chose d'abord. Il y a, au moment où nous révisions le règlement, la proposition de loi, où on examine la proposition de loi portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Nous avons demandé un certain nombre de modifications de la Constitution pour rendre le Parlement plus efficace. Même à l'époque du code électoral. Même à l'époque du code électoral. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Bon, je ne sais pas pourquoi 2016 paraît pour beaucoup comme une... Il y a un agenda caché. Je vous ai écouté tous religieusement. Je suis au moins... Faites le plus discipliné. Non, pas religieusement, puisque vous m'avez embêté plus d'une fois. Je suis heureux déjà que sur ce plateau, au moins la grande majorité se dégage sur la nécessité de réviser notre Constitution. Pas maintenant. Mais pourquoi est-ce que vous dites pas maintenant ou pas? Pourquoi 2016 vous paraît une mauvaise année? Et puis je vais dire une chose. Non. C'est en congrès.
Et puis, c'est l'ensemble de la Chambre qui va voter. Je ne vois pas pourquoi ma collègue dit qu'il y a encore une fois le RDPCA. Qui est majoritaire dans C'est les 180 la loi de la majorité, l'honorable. C'est le timing, parce que c'est ça. Vous l'avez ou pas la réponse sur le timing? C'est ça aussi le principe de la démocratie. Vous l'avez ou pas? C'est pour ça qu'il faut des élections. Pourquoi rien que maintenant? Pourquoi aujourd'hui? Alors, mais je vous dis, Juste après vous. je vous dis simplement, pourquoi pas aujourd'hui? Je prends un cas bien précis. Il y a des, puisque beaucoup d'entre nous, on entend dans les journaux, d'ailleurs, le Télécassil en parle souvent, on parle des élections anticipées. Mais élections anticipées, mais on en fait ailleurs. On en fait en Europe, on en fait en Amérique, on en fait en Afrique. Cela participe du jeu démocratique. Je vais vous dire une chose. Finissons les élections et modifions la Constitution. Je vous en prie. J'ai pas fini. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Je prends un cas. Comment je dis N'en abusez pas aussi, on va vous couper. Hein. Moi, je ne parle Mais je suis seul là, vous devez donner autant de temps que tous les... Allez. Vous prenez le cas, je peux... vous voyez dans le contexte ce que vous appelez les grandes démocraties où on organise des élections anticipées. Mais pourquoi les gens, alors qu'on arrive à un terme de mandat, que tout le monde connaît l'échéance du mandat? Pourquoi on Parce les que organise? parfois, ça peut être pour une raison stratégique. Ceux qui sont Laquelle? au pouvoir, C'est cette région ceux qui sont au stratégique, c'est pouvoir laquelle? peuvent estimer à un moment donné que il y a un certain nombre, dans les perspectives, il y a un certain nombre de problèmes qui vont se poser et qui vont peut-être atteindre une certaine acuité. À qui? Au peuple ou à eux? Il va terminer et vous allez répondre à ça, je vous en prie. Je Allons-y. prends un cas. Oui, On peut allons-y. par exemple se rendre compte que l'environnement économique va peut-être se dégrader davantage parce que peut-être le cours du pétrole baisse et autres, et qu'il faudra à un moment donné prendre un certain nombre de mesures qui peuvent être des mesures qui ne sont pas nécessairement populaires. D'accord. On anticipe sur les élections pour avoir la marge de manœuvre nécessaire pour qu'au moment où ces problèmes se posent avec acuité, qu'on n'ait plus sur la tête L'épée de Damoclès d'une élection. Ça D'accord. vous donne une liberté de manœuvre. Donc, la politique aussi, c'est une question stratégique. D'accord, c'est bien compris. Vous êtes convaincu, Georges-Alain Bouloum? En tout cas, je pense que Gaston a fini par crever l'abcès, c'est-à-dire que manifestement, on ne peut pas organiser une élection anticipée sans retoucher la Constitution. Je pense que c'est pour cela que manifestement, il y aura un projet de loi dans ce sens-là. Maintenant, moi, je ne suis pas fondamentalement même contre une élection ou une élection anticipée. Parce que sur le plan théorique, je pense que Gaston a fait un certain nombre de développements qui sont vrais, qui sont pertinents. Maintenant, je me pose toujours la question de savoir pourquoi lorsqu'on est fort, lorsqu'on est convaincu de sa force, de son invincibilité, on continue à vicier les règles du jeu. C'est ça qui me préoccupe. Comment, avec un code électoral, avec autant de faiblesses, l'opposition demande de revoir ce code-là et le parti au pouvoir freine les 4 fers. C'est ça qui me préoccupe. Pourquoi ne pas faire une biométrie intégrale? Pourquoi ne pas gommer toutes les mauvaises aspérités qui sont dans ce code-là? Pourquoi ne pas instaurer une élection présidentielle à 2 tours? Lorsqu'on est fort, on n'a pas peur de l'adversaire. C'est bien compris. C'est-à-dire qu'imaginez l'Allemagne qui est premier au classement FIFA, qui a peur, qui sait qui va vaincre le Cameroun de toute façon parce que c'est l'Allemagne. Mais en plus, l'Allemagne a l'arbitre, le terrain n'est pas bien tracé. Or, pourquoi il n'y a pas de conseil constitutionnel? Pourquoi la Cour suprême continue à jouer le rôle de juge électoral? C'est beaucoup pourquoi finalement. Il faut que le pouvoir judiciaire... Si vous dites que les députés RDPC ne demandent pas qu'il y ait un conseil constitutionnel, la Cour des comptes... Ah, mais pourquoi ça n'avance pas? Nous, ça n'avance pas. Donc, ça veut dire que vous ne plaisez pas... C'est quoi le blocage? L'exécutif qui fait blocage, Gaston Combat? Alors, adressez-vous à l'exécutif, je ne représente pas l'exécutif ici. Mais vous dites que vous demandez et vous n'obtenez pas, et vous ne faites pas une enquête pour savoir pourquoi vous n'obtenez pas ça? Vous pensez que... mais l'enquête... La forme de l'enquête, c'est quoi? La forme de l'enquête, c'est quoi? C'est des questions orales, c'est des questions écrites au gouvernement. Et qu'est-ce qu'on vous répond donc dans ces questions écrites? C'est des questions Partagez avec au nous. gouvernement. Mais je peux vous dire une chose. Je prends par exemple la question de la Cour des comptes. Je crois que c'est un vieux débat au niveau de l'Assemblée nationale où nous demandons au gouvernement pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une Cour de comptes. Et le gouvernement répond quoi? Le Gabon à côté a une Cour de comptes, le Tchad, il y a quelques temps, a eu la Cour de comptes. Oui. Mais alors, quand vous aurez un membre du gouvernement sur la table, vous posez la question de savoir pourquoi... Maintenant, il vous a donné une réponse, forcément, vous pouvez partager avec nous. Ils ont dit que c'est dans l'agenda du gouvernement, voilà la réponse. D'accord, ça peut prendre 20 ans. Donc, je voudrais bien qu'on s'entende ici autour de ce plateau.
je ne suis pas contre le fait qu'on puisse retoucher à la Constitution. Mais je voudrais dire, passons l'élection présidentielle qui est prévue en 2018. Et après, on peut donc remettre à plat tout, parce que je ne vois pas quel est l'opportunité. Quel est l'élément de l'opportunité? C'est elle qui a suscité. C'est elle qui a suscité. Pourquoi vous voulez aller jusqu'à l'échéance 2018? Je veux comprendre. C'est elle qui habituellement suscite les modifications de la Constitution. Je vous donne la parole. Il faudrait peut-être qu'il nous explique pourquoi est-ce qu'il estime que l'élection... Gaston Kamba, dès que Claude Abbé termine, vous prenez la parole. C'est l'élection présidentielle qui habituellement... C'est l'élection présidentielle qui habituellement provoque la modification de nos constitutions. Ces derniers temps, ces derniers temps, on se l'est rendu compte. C'est environ ces 10 dernières années, ce qu'on a constaté, que c'est l'élection présidentielle qui habituellement, à la veille, entraîne le mouvement à l'intérieur de notre... C'est bien compris, Faustin Djigam. Pourquoi ne pas attendre... moi, je pense qu'il y a, je pense humblement qu'il y a une procédure de distraction des Camerounais. Je ne sais pas où se trouve l'urgence en ce moment, alors que l'élection présidentielle a lieu en 2018. Et de deux, on a des problèmes économiques. Aujourd'hui, on doit évaluer le pouvoir sur ces projets économiques. Le plan d'urgence, ils en sont où? Les problèmes sociaux, tout ce qui nous embête. Mais on laisse ça, et puis on se lève un matin, on dit, oui, appelle la candidature de ceci, machin, et tout le monde se verse dans la politique, tout le monde commence à parler de constitution, tout le monde commence à parler, tout le monde fait la politique maintenant. On ne parle plus des problèmes économiques pendant ce temps. C'est compris. Le syndicat, la gestion de l'État, c'est un tout. Tous les jours. On dit vraiment ce que je tenais à partager ici, à savoir que dans le fond, on se rend compte que les Camerounais sont détournés des préoccupations réelles de la qualité de vie, des problèmes sociaux, l'eau, l'électricité, les routes, la santé des Camerounais. Et aussi, il y a une distraction qu'on a voulu observer, mais je pense que c'est en train d'être arrêté par rapport à une certaine opposition qui voulait déjà avoir un candidat unique. Ça encore, c'est des stratégies. Vous l'avez dit dans votre lettre à la nation. Passe pour troubler l'opposition. Mais nous, à l'opposition, la vraie opposition, on sait qu'aujourd'hui, même avec un candidat unique, avec le code électoral tel qu'on le connaît, le candidat unique ne va pas y arriver. Et ce que je voudrais dire, c'est que nous, à l'UDC, c'est vrai qu'on a notre avant-projet de constitution depuis, mais ce qui est sûr, c'est, vous l'avez dit, M. Abbé, c'est une instrumentalisation à chaque fois, parce que nous, on se rend compte qu'on ne touche à la constitution que sur les points qui vont permettre au régime en place de se maintenir. Là, nous ne sommes pas du tout d'accord. Et ce que vous avez dit tout à l'heure en disant que pourquoi est-ce que cette grande majorité s'agit ainsi par rapport au fait qu'il faut reviser le code électoral. Nous, on se dit, ils sont en plein mandat. Pourquoi les élections anticipées? Un monsieur qui est là depuis 32, 33, 34 ans, il est là installé et ses adeptes occupent les rouages les plus importants. Ils ont confisqué les instruments, les institutions de la République. Pourquoi est-ce qu'ils vont encore aller aux élections anticipées alors que, quand même, ils peuvent présenter les bilans aux Camerounais? Quand même, les Camerounais ont besoin d'une évaluation. D'un mot avant, d'un mot, je voudrais dire que le pouvoir ne va distraire personne. Nous allons continuer de rappeler au pouvoir que la route Yaoundé-Bafoussam est un tombeau ouvert. Ce n'est pas parce qu'il y a les appels à candidature que nous, de la presse, ne devons pas le dire. On va continuer à le rappeler. On va continuer de rappeler au gouvernement que les populations vivent des pénuries d'eau sévères, vivent des délestages sévères, et le problème d'emploi continue à se poser. Donc pour moi, le RDPC peut faire son randam d'appel à candidature, mais la presse qui est dans son rôle de watchdog, de sentinelle, de chien de garde, continuera à mettre ces problèmes sur la table. Et c'est pour ça qu'elle dit qu'il faut que chacun joue son rôle. Les députés, comme Madame Dam, qui est députée de l'UDC, lors des questions orales, par exemple, cette question de l'enfant, ces enfants qui sont morts à l'hôpital à Quintini, il faut qu'elle rappelle cela. Et chacun est dans son rôle, il faut que chacun joue son rôle et la société va mieux se porter. D'accord, Gaston Kamba, sur les politiques publiques, on va le dire comme ça, et sociales on estime que vous, je parle de honte, c'est-à-dire vous, le RDPC, on estime que vous détournez les gens des vraies questions, qui sont des questions de coupure d'eau, d'électricité, d'actions à mener sur le terrain. Vous, personnellement, vous êtes député de la nation. Ça veut dire que vous représentez tout ce peuple camerounais qui vous a élu. J'en viens à vous également, Madame Damjoua, puisque vous l'êtes aussi. Au-delà de contrôler
l'action gouvernementale et légiférer. Le peuple attend quand même de vous d'autres actions. Pourquoi vous ne les posez pas? Je vais d'abord dire que la gestion d'un État, c'est un tout. Ce n'est pas parce que le débat politique suscite plus de passion qu'on peut penser que les autres préoccupations liées à l'amélioration des conditions de vie des Camerounais n'intéressent pas les Camerounais ou n'intéressent pas la classe politique camerounaise. Il faut cesser de leur faire croire aux Camerounais. C'est les journaux eux-mêmes. C'est vous qui mettez dans toutes vos urnes en priorité les questions politiques. Mais si vous battez le pavé pour demander l'électricité, on vous mettra aussi en une. Hein? Attendez, c'est vous qui le faites, non? Alors, parce que pour vous, c'est une actualité. En rappelant soit que c'est opportun ou inopportun. Il y a aussi des moments où vous mettez à la une des questions sociales. Oui. Comme je suis sûr que lundi, vous mettrez certainement à la une la question qui s'est posée à la continue de Douala. Vous êtes aussi... c'est-à-dire que vous apportez votre contribution à l'évolution du chantier de construction. Et vous, député, comment vous apportez cette contribution? Vous ne reprenez pas cette problématique? Nous le faisons au quotidien. Je peux vous assurer. Moi, je n'ai pas vu de député dénoncer la gestion de l'eau au Cameroun. Ça veut dire que vous ne suivez pas les débats à l'Assemblée nationale. Je suis désolé. Je suis désolé, mon cher Dika. Moi, je vous dis... Vraiment, je peux continuer? Allez-y, honorable. C'est lui qui a la parole. Merci. Ça veut dire que vous ne suivez pas les débats à l'Assemblée nationale. Je vous invite à aller à l'Assemblée nationale. Mais sortez de l'Assemblée aussi. Il faut sortir de l'Assemblée. Mais laissez-moi sortez de là. Sortez de cet hémicycle. Allez voir ce qui se passe dehors, honorable. Allez suivre les questions orales. Il y a des questions écrites. Allez en commission. Suivez quand il y a l'adoption d'un projet de loi, quelle que soit la nature. Vous allez vous rendre très bien compte que même quand il s'agit d'une ratification d'un traité, vous allez voir qu'à l'intérieur, hors du contexte, les parlementaires viennent poser les problèmes quotidiens des Camerounais. Alors que peut-être que la loi porte sur les accords économiques ou commerciaux avec un pays. Mais vous allez voir que dans le débat, les parlementaires n'hésitent pas à poser toutes ces questions dont vous parlez. Les questions d'eau, d'électricité, de développement, d'emploi des jeunes. Et d'ailleurs, je crois qu'il faut cesser de faire la marade et donner l'impression aux Camerounais que les élus de la nation que nous sommes ne font pas leur travail. Madame Bamdouya, sur la même question. Oui, sur la même question, je reviens sur le fait qu'il faut pouvoir faire en sorte que nos institutions républicaines puissent avoir les moyens de leur fonctionnement. Au niveau de l'Assemblée, nous avons deux missions essentielles. Déjà, au niveau national, légiférer et contrôler l'action du gouvernement. Bien sûr, au niveau local, informer, sensibiliser les populations. Déjà, au niveau national, par rapport à ces questions orales, vous voyez qu'il y a un problème déjà. Quand on rédige une question aujourd'hui, en trois, peut-être cette session, ma question ne pourra pas être posée parce qu'il y a déjà un trop plein de